Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show spécial Computex cette semaine-ci avec toutes les news du Computex. J'ai été évidemment au Computex, donc j'ai pu voir pas mal des produits qu'on va parler dans cette vidéo, ce qui est toujours intéressant, surtout par exemple les écrans, parce que vous pouvez voir un écran en ligne, vous pouvez avoir des gens qui disent « Oh, il est trop bien cet écran », mais quand vous ne le voyez pas par vos propres yeux, vous ne pouvez pas vraiment comprendre pourquoi il est forcément meilleur qu'un autre ou autre chose. Donc, c'est toujours intéressant d'y aller. Et donc là, j'ai récolté un maximum de news par rapport au Computex. Ça va être très chargé au point même que d'habitude, je mets dans la table des matières pour chaque sujet. Mais là, je vais peut-être plus grouper par intérêt, on va dire. Genre, par exemple, je vais parler mini-PC, ben, je mets toutes les news mini-PC dans un seul chapitre. Donc, ne soyez pas étonnés, je vais certainement faire ça parce que ou sinon, la table des matières va être monstrueuse. Donc, sans plus tarder, bien, commençons tout de suite. La première news de la semaine, c'est un follow-up par rapport à la RX 9060 XT qui a été annoncé la semaine dernière. Je vous rappelle, donc vous avez un modèle 8 Go et 16 Go, elle devrait sortir le 5 juin. Ces deux modèles, notamment le modèle 16 Go, devraient être en concurrence directe avec le modèle 8 Go de la 5060 Ti et le modèle 8 Go de la 9060 XT, lui, devrait être en concurrence directe avec la RTX 5060. Donc on verra bien ce que ça donnera la semaine prochaine. Vous aurez certainement une vidéo de ma part, même si je n'ai pas d'exemplaire de test, je ne ferai pas de test parce que je ne suis pas à la maison le jour de la sortie, mais je vous ferai une vidéo quoi qu'il arrive pour voir ce que ça donne et je vous ferai aussi un guide d'achat GPU parce que ça fait longtemps et là on a à peu près tous les GPU qui sont sortis, donc ça c'est intéressant de voir justement par rapport à ça. Mais dans tous les cas, ici c'est juste un petit follow-up qui, évidemment, la réaction des gens par rapport à la RX 9060 XT 8 Go n'était pas très bonne parce que pendant de nombreuses années, même au niveau marketing, AMD s'est moqué d'NVIDIA sur le fait que Nvidia ne mettait pas assez de VRAM sur leur carte en disant regardez quelle bande de radins. Et là, vous avez littéralement AMD qui est en mode ah ouais, on va annoncer une carte à plus de 300 € avec 8 Go de VRAM en 2025. Et en plus, on utilise de la GDDR6 qui est une mémoire moins chère et ancienne génération, parce qu'il y a aussi la GDDR6X par rapport à Nvidia qui utilise la GDDR7 qui est forcément un peu plus chère. Donc on utilise de la RAM plus ancienne et pourtant on met que 8 Go de VRAM alors qu'on pourrait clairement mettre beaucoup plus pour à peine plus cher. Bref, dans tous les cas, forcément les gens n'étaient pas contents. Beaucoup de gens considèrent qu'AMD est clairement en train de faire la même chose qu'NVIDIA et c'est réellement le cas. Alors je dirais que évidemment, toute entreprise, le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent, ça semble logique. Maintenant, chaque entreprise a une stratégie différente au niveau de comment ils traitent leurs clients, tout simplement. Vous avez des entreprises beaucoup plus respectueuses, vous en avez des beaucoup moins respectueuses. Et du coup, ici, selon moi, cette décision, clairement, c'est pour faire de l'argent. Clairement, cette 9060 XT 8 Go a des meilleures marges que le modèle 16 Go, à part si le modèle 16 Go est vraiment beaucoup plus cher par rapport au fait qu'il y a juste 8 Go de RAM en plus, mais c'est pour faire de l'argent, plus de ventes et aussi cibler des marchés qui ont plus besoin de ce genre de cartes. Vous avez beaucoup, par exemple en Chine, beaucoup de personnes vont jouer dans des cybercafés et un modèle 8 Go de cette 9060 XT est adapté à ce marché-là parce qu'ils vont beaucoup jouer à CSGO, ils vont beaucoup jouer à des jeux compétitifs qui, bien souvent, sont assez vieux, donc n'ont pas d'énormes prérequis au niveau VRAM ou tout simplement sont assez bien optimisés. Et c'est vrai que, et c'est le cas pour Nvidia aussi, il faut le reconnaître, pour la plupart des gens, 8 Go de VRAM est suffisant. Mais, il y a un grand mais, pour la plupart des gens, le truc c'est que selon moi, si vous payez déjà un GPU à plus de 300 € en 2025, vous voulez qu'il tienne un petit peu dans le temps. Et oui, peut-être si vous jouez juste à des jeux compétitifs, c'est suffisant. Mais tout le monde ne joue pas juste à des jeux compétitifs. Il y a même des gens qui jouent à des jeux compétitifs, mais de temps en temps, ils vont aller jouer au dernier Doom. Ils vont jouer, je sais pas moi, au dernier Last of Us ou autre chose. Et du coup, quand ils vont jouer à ce genre de jeu, c'est là qu'ils vont rencontrer justement les limites de leur nouveau GPU qui viennent pourtant de juste acheter. Parce qu'il faut le reconnaître, en 2025, vous avez de plus en plus de jeux AAA qui sortent et qui requièrent plus que 8 Go de VRAM, même des fois en 1080p, avec tous les paramètres à fond. Et le truc, c'est que, oui, forcément, acheter une carte graphique d'entrée gamme, c'est toujours faire un petit peu des concessions, selon moi. Mais là, déjà, si vous devez déjà faire des concessions maintenant, alors que vous venez de l'acheter, c'est déjà un problème. Parce que le nombre de jeux AAA, ou même de jeux indés qui vont utiliser plus que 8 Go de VRAM, ne va faire qu'augmenter. Et même en 1080p, et certaines personnes surtout aussi voudraient peut-être jouer en 1440p avec ce genre de carte. Parce qu'un écran 1440p, on va le voir d'ailleurs dans la section deal de la semaine, un écran 1440p, maintenant ça coûte 150 €. Genre un bon écran 1440p, 150 €. Donc voilà, pour moi, pas d'excuses. Oui,
pour beaucoup de gamers, c'est suffisant. Mais surtout pour AMD ici, il faut quand même le reconnaître, la GDDR6, ça coûte presque plus rien maintenant. Ils auraient pu juste sortir ce modèle 16 Go et puis éventuellement faire un modèle 8 Go pour le marché OEM ou tout simplement pour la Chine ou ce genre de marché où il y a beaucoup plus de cybercafé et que c'est un modèle plus populaire. Ils ont fait une RX 9070 GRE pour juste la Chine, alors que c'est un GPU qui a l'air intéressant. Il ne sort pas pour le reste du monde, mais par contre, un GPU inintéressant, il le sort pour le reste du monde. Je ne comprends pas trop la stratégie marketing. Ensuite, évidemment, la RTX 5060 est sortie, mais maintenant, nous avons enfin beaucoup plus de tests qui sont sortis eux aussi. Les reviewers ont pu enfin avoir la carte et surtout les drivers pour faire pleinement des tests pour voir justement ce que donne cette 5060. Et on comprend un petit peu pourquoi Nvidia ne voulait pas trop sortir les drivers, parce que même si elle paraît plutôt intéressante par rapport à la 4060, c'est une bonne upgrade, elle est environ plus de 20% plus rapide qu'une 4060 selon la plupart des reviewers. Ici je vous montre un petit peu de Tech Power, mais vous avez d'autres publications qui ont sorti des reviews et la plupart des gens sont d'accord sur le fait que oui, elle est à peu près 20% plus rapide qu'une 4060 qu'elle est censée remplacer. Donc par rapport à la plupart des autres RTX 5000, c'est l'un des meilleurs résultats qu'on a eu depuis la 5090, parce que la 5080 elle est 15% plus rapide qu'une 4080. La 5070 Ti, elle est 15% plus rapide qu'une 4070 Ti Super, et ainsi de suite. Et la 5070, elle, c'est juste 5% par rapport à la 4070 Super. Donc ça, c'est vraiment mauvais. Donc, par rapport aux autres RTX 5000, elle se débrouille plutôt bien. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, c'est en comparant évidemment à la 4060 qui était, selon moi, la pire RTX 4000. Il n'y a aucun débat là-dessus, c'était la pire RTX 4000. Oui, elle était une des meilleures cartes que vous pouvez acheter à ce prix-là, mais c'est surtout parce que AMD a basiquement sorti aucune bonne carte à ce prix-là aussi. Donc, encore une fois, ils se sont tirés une balle dans le pied. Et quand vous regardez par rapport à la 3060 qu'elle était remplacée, elle était seulement genre 10-11% plus rapide. C'était vraiment l'un des pires résultats sur les RTX 4000, parce que la plupart des RTX 4000 étaient beaucoup plus puissantes que les cartes qu'elle était censée remplacer. Si vous regardez à 4080 par rapport à 3080 et ainsi de suite, le saut générationnel était énorme. Et puis vous arrivez à la 4060 et c'est genre 10%, waouh. Donc ouais, la 4060 était clairement l'une des pires RTX 4000. Donc arriver à faire mieux que ça, c'est pas non plus exceptionnel. Mais au moins maintenant, avec 20% de performance en plus, ça devient réellement la meilleure carte que vous pouvez acheter à 300 €. En attendant la RX 9060 XT, parce que ça, on va devoir attendre de voir justement ce que ça donne. Mais du coup, évidemment, il y a ce débat des 8 Go de VRAM. Et il y a aussi le fait que, du coup, cette 5060 est à peu près au niveau de performance d'une 4060 Ti 8 Go. Et beaucoup de gens se seraient dit, ce serait bien qu'elle fasse un petit peu mieux que la carte de l'ancienne génération qui était juste au-dessus. En général, c'est ce qu'on attend. Et justement, c'était un problème de la 5060 Ti. Elle n'arrivait même pas à égaler la 4070, ce qui était, selon moi, assez dommage. Donc là, juste égaler la 4060 Ti, c'est plutôt bof. On s'attendra à beaucoup plus. Surtout par rapport à la 4060 qui a fait très peu au niveau gain générationnel par rapport à la 3060. Donc là, c'est pas comme la RTX 4080 qui était beaucoup plus puissante que la 3080. Et puis Nvidia a eu du mal à faire mieux que ça. Ici, il y avait clairement de la marge. Il n'y a aucun débat là-dessus. Et il y a évidemment le débat des 8 Go de VRAM. Et dans certains jeux, vous avez déjà des limitations en 1080p. Vous avez par exemple Indiana Jones, si vous activez le path tracing, là c'est fini. Et pourtant le path tracing, c'est un argument commercial d'NVIDIA. Ils disent que le futur c'est le ray tracing, et donc le path tracing c'est encore plus le futur, parce que là c'est le full ray tracing. Vous utilisez du ray tracing basiquement à peu près partout pour faire le rendu du jeu. C'est beaucoup plus beau, mais c'est beaucoup plus lourd, et surtout ça utilise beaucoup plus de VRAM. Et dans Indiana Jones, qui est pourtant un jeu très bien optimisé, non, c'est juste, voilà, c'est pas assez 8 Go de VRAM. Donc ils auraient pu, pour moi, cette 5060, même s'ils n'avaient pas fait plus puissante, même s'ils avaient juste dit, OK, au lieu de 4 puces de 2 Go, on va mettre 4 puces de 3 Go. Et elles existent, les puces de 3 Go en GDDR7. Et derrière, la carte coûte un petit peu plus cher. Mais pour moi, ils auraient sorti un produit beaucoup plus intéressant. Et même, ils auraient pu se dire, OK, on ne sort pas une 5060 Ti 8 Go, on fait une 5060 avec 12 Go de VRAM, elle coûte un petit peu plus cher. Et comme ça, l'offre était juste beaucoup plus logique pour la plupart des gens. Et aussi beaucoup plus respectable au niveau de la quantité de VRAM pour le futur.
Et pour moi, ça aurait été juste une bien meilleure décision. Mais enfin bref, c'est la RTX 5060. On verra bien ce que ça donnera par rapport à la RX 9060 XT, qui sera sa concurrente directe, le modèle 8 Go en tout cas. Et surtout, on verra si les prix sont respectés en Europe. Pour la 5060, pour ceux qui se demandent, les prix sont assez bien respectés. Son prix, normalement, en Europe, semble être de 319 € et vous trouvez pas mal de stock à 319 €. Ce qui montre aussi que la plupart des gens ne sont pas forcément très intéressés de l'acheter parce qu'il y a encore du stock, même après la sortie, même une semaine après la sortie. Donc, ouais, ça veut tout dire selon moi. Ah, aussi une petite news rapide. Vous pourriez vous dire que Nvidia n'a pas sorti les drivers parce qu'ils fixaient les drivers jusqu'au dernier moment. Mais non, parce qu'il y a même un driver qui est sorti après la sortie de la 5060 qui fixait encore des bugs d'écran noir. Donc, visiblement, pas de repos pour Nvidia ici. Il y a toujours des problèmes avec les drivers, ce qui commence à devenir vraiment, selon moi, problématique parce que les RTX 5000 sont sortis maintenant depuis pas mal de mois et vous pourriez dire qu'ils ont à peu près fixé la plupart des problèmes, mais non, ils continuent à avoir des petits problèmes qui se faufilent dans les drivers et ça, c'est vraiment dommage. Et ça vous montre que oui, le driver d'un 5060, certainement, ils auraient pu en sortir un pour les reviewers avant la sortie, hein, parce que de toute manière, il y avait des bugs, donc même si les consommateurs vont avoir des bugs, autant que les reviewers aussi ont des bugs, mais qu'ils puissent tester la carte, je suppose. Et tant qu'on reste au niveau GPU, la semaine dernière, j'avais annoncé le fait que, évidemment, Intel avait sorti une B60, qui est basiquement une Arc B580 version professionnelle, mais j'avais pas mentionné aussi le fait qu'ils ont sorti une B50, qui est évidemment plus basée sur la Arc B570, ce qui semble logique, et vous avez aussi le fait qu'ils ont sorti un GPU, dual GPU. Donc c'est une Arc B60 dual et comme vous pouvez voir, elle utilise 2 GPU et donc elle a 2 fois 24 Go de VRAM. Alors c'est clairement pas pour les jeux vidéo, c'est même pour beaucoup de gens, même dans les programmes professionnels, ça ne va pas être très utile parce que beaucoup de programmes professionnels, il faut le savoir, ne supportent même pas correctement le dual GPU ou même le fait d'avoir plusieurs GPU. Non, ici c'est clairement pour tout ce qui est IA, ce qui semble logique aussi parce que la Arc B60 devrait être moins cher que les concurrents, que ce que fait par rapport à ce que fait justement Nvidia ou même AMD. Et là, si en plus ils ont un modèle dual GPU qui permet de densifier la quantité de GPU dans un rack, ce qui est très important, évidemment là elle va être encore plus populaire. Et puis 48 Go de VRAM, c'est pas négligeable non plus. Après c'est séparé sur les 2 GPU, donc à voir si les modèles d'IA peuvent utiliser ça pleinement, à voir aussi la situation au niveau driver. Voilà. Il faut savoir que en réalité, Intel travaille pas mal avec la communauté Linux pour avoir des drivers, on va dire, plutôt bons. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient un driver solide pour cette carte, ou en tout cas suffisamment solide pour qu'elle soit justement utilisée dans ce genre de cas d'utilisation. Donc, enfin, on verra bien. Et pour ceux qui se demandent où est-ce qu'elle est passée, cette fameuse Arc B770 qui devait peut-être annoncée lors du Computex, eh bien, vous avez le fait qu'évidemment, Intel a teasé sur Twitter aux gens qui demandaient justement pour cette carte. Ils ont littéralement des gens qui disaient « Est-ce que vous allez sortir une B770 ?» Ils ont dit « Stay tuned », donc restez connectés, donc attendez, voir ce que ça va donner. Donc beaucoup de gens se sont dit, et même moi je me suis dit, ils vont certainement annoncer quelque chose lors du Computex s'ils disent ça. Mais non, ils travaillent dessus et elle pourrait sortir pour le 4e trimestre de l'année. Donc un sacré délai de temps par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre, mais ils travaillent dessus, ce qui est quand même notable. Et c'est dû au fait, et ça c'est petite info que j'ai justement pu avoir au Computex, alors je ne dirai pas de qui je l'ai eu, mais c'est de quelqu'un qui travaille dans l'industrie, et c'est dû au fait que déjà il faut le savoir, pour la B580 et la B570, Intel ne s'attendait pas à ce qu'elles soient aussi populaires. Donc quand ils ont fait leur commande de GPU auprès de TSMC, parce que c'est TSMC qui fait ces GPU pour Intel, qui grave le GPU, eh bien ils ont fait des plus petites commandes en se disant que voilà, on va essayer déjà de vendre ça. Sauf que la carte a été beaucoup plus populaire que ce qui s'attendait, et donc ils ont du mal à... Mais justement, maintenant, ils ne peuvent pas aller voir TSMC et dire « Oh, finalement, on change la commande, faisons 10 fois plus autre chose. » Non, TSMC est très demandé. Ils ont des catalogues de production et donc forcément, quand vous faites une nouvelle commande, ça prend du temps avant que TSMC puisse produire ces GPU-là. Donc, ils essayent d'en produire plus maintenant. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont annoncé ces Arc Pro, parce que maintenant, peut-être que leur commande auprès de TSMC va enfin passer. Et du coup, ils ne s'attendaient pas à un tel succès et donc ils n'ont pas vraiment travaillé sur une Arc B770. Donc là, ils sont seulement en train de travailler maintenant dessus et il faut le savoir, développer un nouveau GPU, même si c'est la même architecture, surtout un GPU plus gros, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Un GPU plus petit, vous pouvez vous dire, ok,
On va juste prendre le gros GPU et on va juste voilà, retirer différentes parties et faire juste un GPU qui est plus petit, qui prendra moins de place sur un wafer et tout ça. Ça demande des efforts, mais c'est déjà un petit peu plus facile. Faire un GPU plus gros, là, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous pouvez pas juste dire « Oh, on fait le double, on double tout sur le GPU, puis voilà, c'est bon. » Non, il faut faire des tests derrière et ça demande pas mal, justement, de temps. Donc, oui, cette date du quatrième trimestre de l'année me semble plutôt logique en réalité par rapport à ce que j'ai pu entendre justement lors du Computex. Donc, ma foi, prenons notre mal en patience. De toute façon, est-ce que vraiment vous avez... Il faut se poser la question, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une nouvelle carte graphique à l'heure actuelle? Je pense que, et je regarde au mauvais endroit, c'est là qu'il est l'objectif, beaucoup de gens se disent, oh, quand vous voyez les nouveaux GPU, quand vous voyez les nouveaux ordinateurs portables, autre chose sortir, vous voyez les benchmarks, vous voyez les vidéos sponsorisées, j'en ai fait aussi, hein, je tiens à le préciser, hein, il y a beaucoup de gens qui se disent, oh, mon GPU, ma tour là, elle est dépassée maintenant, elle est so last gen. Et il y a des gens qui se disent, oh, ça me donne envie d'upgrade. Mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'upgrade? Je pense que pour beaucoup de gens, surtout si vous avez une RTX 4000, on va être honnête, ou une RTX 3000, vous avez encore une très bonne carte graphique. Si vous avez un petit peu des problèmes dans un jeu vidéo, n'hésitez pas à utiliser DLSS de Nvidia, ça marche très bien, de super résolution, en tout cas DLSS, ça marche hyper bien selon moi. N'hésitez pas à tester ça, surtout avec le nouveau modèle d'Nvidia. Franchement, c'est l'une des meilleures nouveautés de DLSS 4.0 que tout le monde a accès, tous les possesseurs de RTX en tout cas. Et n'hésitez vraiment pas à l'utiliser. Des fois, vous pouvez faire tourner un jeu qui avant DLSS 3.0, vous pouvez le faire tourner en qualité, mais avec le nouveau justement modèle Transformer, vous avez des jeux, vous pouvez les faire tourner en mode équilibré, voire même performance, et la qualité est pas si loin de l'ancien mode qualité. Donc derrière, forcément, vous avez beaucoup plus d'FPS et ça peut valoir la peine. Et aussi, tout simplement, diminuer certains paramètres graphiques. Il y a certains paramètres graphiques dans certains jeux qui sont très lourds pour aucune raison. Donc, ça vaut la peine d'optimiser un petit peu. Et vous avez des vidéos de gens qui optimisent les paramètres graphiques sur YouTube, il faut le savoir. Vous avez aussi AMD et surtout NVIDIA qui a GeForce enfin, maintenant c'est NVIDIA App, où vous pouvez régler les paramètres graphiques depuis l'app NVIDIA et dire « Oh, je veux plus de performance ». Et ça marche plutôt bien. Donc, franchement, je pense que pour la plupart des gens, surtout vu l'offre actuelle qui est très discutable, surtout de la part d'NVIDIA sur pas mal de segments de prix, par exemple la 5070, la 5060 Ti et la 5060, juste oui, pour moi, ça ne vaut pas forcément la peine d'acheter un nouveau GPU. Attendez la prochaine génération, attendez peut-être aussi voir ce que donne cette ARC B770, surtout si vous aviez un budget dans les 300 €. Ça peut valoir la peine. Ensuite, nous avons AMD qui a sorti des nouveaux gros processeurs, les nouveaux Threadripper 9000. Et ici, ils ont fait une plutôt bonne chose. Alors, ils les ont annoncés la semaine dernière, mais je n'ai pas traité de ça lors du dernier Taxama Show, je tiens à le préciser. Et la bonne chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti tous les modèles de Threadripper en une fois. Par rapport au passé, où vous avez sorti seulement les gros modèles, et puis ils avaient sorti enfin des modèles plus grands consommateurs. Et du coup, il y avait eu un énorme délai entre les deux. Mais là, ils ne l'ont pas fait. Ici, directement, vous avez tous les modèles. Donc, le plus gros, les plus gros, ce seront les WX, qui là sont vraiment pour le marché professionnel pur ici, même limite des serveurs ou autre chose, qui aura jusqu'à 96 cœurs, 192 threads. Et puis, vous aurez les modèles plus consommateurs qui, eux, iront jusqu'à 64 cœurs quand même, il ne faut pas déconner, et qui n'ont pas justement le W dans le nom, comme vous pouvez voir, mais quand même 64 cœurs à 3,2 GHz, qui est abusé, et un turbo jusqu'à 5,4 GHz, et un TDP annoncé de 350 watts, ce qui est abusé. C'est basiquement un Core i9 14900 KS. Sauf que là, vous avez beaucoup plus de cœurs. Donc, au final, en réalité, c'est pas si mal quand on y pense pour le nombre de cœurs. C'est juste que, bizarrement, oui. Alors, en réalité, je comprends la logique. Vous voyez qu'il y a un modèle 12 cœurs. Et modèle 12 cœurs, il a aussi le TDP de 350 watts. Vous pourriez dire, pourquoi faire ça? C'est juste illogique. Mais en réalité, ils font déjà ça depuis plusieurs générations parce que, tout simplement, comme ça leur garantit que, comme tous les processeurs ont un TDP annoncé de 350 watts, tous les fabricants qui vont faire des refroidissements pour cette plateforme vont faire des refroidissements qui peuvent gérer 350 watts. Et comme ça, si vous achetez même le plus petit de ces processeurs-là, mais que dans le futur, vous décidez de prendre le plus gros, vous n'avez pas besoin de changer le refroidissement. Donc, c'est juste pour basiquement éviter qu'il y ait des refroidissements qui soient designés pour les plus petits modèles et des refroidissements designés pour les plus grands modèles. Là, au moins,
il y a les mêmes refroidissements pour tout le monde, les mêmes cartes mères aussi, et ça aussi c'est important en réalité. Les cartes mères aussi maintenant sont designées avec des étages d'alimentation qui peuvent donner 350 watts pour tous les processeurs, et comme ça, ça évite justement d'avoir des cartes mères plus bas de gamme, et puis des cartes mères ultra haut de gamme, même s'il y en aura quand même, hein, il faut le noter. Mais au moins comme ça, tout est standardisé. Donc ça permet, comme j'ai dit, d'upgrade plus facilement. Donc, ma foi, si vous avez besoin de beaucoup de puissance CPU, ça peut valoir la peine. Il existe toujours, alors pour les jeux vidéo évidemment là ça sert à rien, mais il existe toujours des programmes qui requièrent juste beaucoup de puissance CPU. Il faut regarder un petit peu. Vous pouvez utiliser, je commence à plus utiliser cette ressource-là. Je me suis rendu compte que Puget System, donc Puget System c'est un fabricant de PC aux États-Unis et ils sont connus parce qu'ils font des benchmarks pour tester justement tous les programmes professionnels. Alors pas tous en réalité, mais pas mal. Et ils ont fait ces benchmarks parce que, comme ils designent des machines pour les professionnels, ils voulaient un moyen de facilement tester pour voir quels étaient les meilleurs processeurs, les meilleures cartes graphiques pour ces professionnels. Et donc, ils ont toutes les données postées sur leur site. Et vous pouvez aller voir pour pas mal de programmes professionnels quels sont les meilleurs CPU et quels sont les meilleurs GPU. Et ça, c'est très intéressant. Et il existe des programmes qui requièrent encore pas mal de puissance CPU. Mais il y en a beaucoup aussi qui sont juste optimisés GPU maintenant, donc tenez-en compte. Mais dans tous les cas, ma foi, si vous avez besoin de beaucoup de puissance CPU, vous avez de quoi faire. Ensuite, on a une autre news AMD que je n'avais pas traitée la semaine dernière qui est par rapport à FSR. Donc ici, AMD a annoncé le futur d'FSR qui est FSR Redstone. Donc FSR 4.0, je vous rappelle, avait pas mal amélioré la qualité parce que AMD a tout simplement passé un modèle d'IA pour vraiment ici faire l'upscaling d'image. Donc un petit peu comme le fait Nvidia depuis DLSS 2.0. Et il faut le reconnaître, oui, les anciennes versions d'FSR atteignaient leurs limites, en tout cas les limites de ce qu'utilisait AMD. Oui, ça permettait d'avoir une compatibilité avec plein de GPU, même genre les GTX 1600 et tout ça. Mais derrière, forcément, ça limitait ce qui était possible de faire au niveau qualité. Donc avec FSR 4, AMD a déjà seulement supporté les RX 9000, ce qui est seulement assez dommage parce que je me disais, mais est-ce que les RX 7000 ne devraient pas avoir quand même la possibilité de faire tourner des modèles d'IA, hein? Parce qu'il y a quand même des gens qui utilisent des RX 7000 pour ça, donc est-ce que vous pourriez quand même pas le faire, surtout pour une RX 7900 XTX qui est quand même très puissante, mais enfin bref, ça c'est un tout autre débat. Mais du coup, oui, ils sont passés à des modèles d'IA et du coup, ils ne supportent que les GPU RDNA 4.0, donc les RX 9000. Ça n'inclut pas aussi d'ailleurs, il me semble techniquement, oui, ça n'inclut pas même le GPU que vous avez dans les Ryzen Max AI 395+, machin chouette chose, qui utilisent toujours un GPU RDNA 3.5, il faut le savoir, même s'ils sont faits pour l'IA, donc voilà, ça porte vraiment à confusion AMD. Il faudrait peut-être clarifier ici les choses et peut-être travailler sur supporter aussi ces GPU, mais bref, dans tous les cas, ils sont passés à des modèles d'IA et donc là, Redstone est une évolution de justement d'utiliser des modèles d'IA pour améliorer la qualité. Donc ici, vous avez 3 grosses nouveautés qui vont arriver. Vous avez Neural Radiance Caching, vous avez le ML Régénération et Frame Génération. Donc Frame Génération, forcément, vous le savez ce que c'est. Voilà, c'est la génération d'images comme Nvidia. Donc certainement, AMD va avoir un modèle x2, x3 et x4. Ils ont déjà du x2, donc rajouter une image entre 2 images générées normalement. Donc là, ça leur permet d'avoir l'équivalent, on va dire, à ce qu'a fait Nvidia avec DLSS 4.0, DLSS 3.5 plutôt, et 3.0. Mais maintenant, certainement, ils vont travailler sur le fait d'avoir de la génération x3 et x4 pour égaler ce que fait Nvidia sur DLSS 4.0, ce qui semble tout à fait logique. Juste d'un point de vue marketing, ça leur permet de dire hey, on a aussi la même chose. Même si selon moi, le mode x3 et x4 d'Nvidia, voilà, c'est discutable là où vous pouvez l'utiliser efficacement selon moi. Mais bon, ça, je ne vais pas retourner là-dessus. Et puis le ML Régénération, ça fait beaucoup penser aux ré-reconstructions parce que c'est basiquement la même chose. Alors, le ré-reconstruction, en réalité, c'est selon moi l'une des meilleures technologies aussi qu'NVIDIA a sorti ces derniers temps. Donc, c'était sorti dans DLSS 3.5 et ça permet de tout simplement mieux reconstruire les rayons et surtout le bruit que vous avez dans les rayons du ray tracing parce que avant, ça utilisait basiquement le CPU pour faire du denoiser, donc enlever le bruit, parce que vous avez dû le voir avec le ray tracing, des fois il y a du bruit. C'est tout simplement dû au fait que le ray tracing est tellement lourd, on ne peut pas avoir suffisamment de rayons pour parfaitement reconstruire une scène. Donc on utilise un petit peu moins de rayons, mais ça a
ça crée du bruit. Et donc, derrière, on utilisait un denoiser pour essayer d'enlever une partie de ce bruit. Mais voilà, ça tournait sur le CPU, donc ce n'était pas efficace. Ray Reconstruction tourne sur le GPU principalement et permettait du coup de vraiment améliorer la qualité du ray tracing. Et ça permettait même, dans certains cas, de juste diminuer le nombre de rayons, donc d'avoir plus de performance, mais toujours à peu près la même qualité, ce qui était vraiment pas mal selon moi. Et c'est supporté sur toutes les cartes RTX. Bien, le ray régénération, évidemment, en toute logique, va faire la même chose, faire un denoiser qui tourne sur le GPU et du coup améliorer la qualité du ray tracing dans les jeux qui le supporteront en tout cas, et donc de pouvoir aussi des fois utiliser moins de rayons et donc avoir des meilleures performances. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le Neural Radiance Caching, par contre, je dois bien avouer, je ne me semble pas qu'NVIDIA a un truc similaire, ou en tout cas, peut-être que c'est un nom totalement différent. Apparemment, ça pourrait permettre de prédire là où la lumière indirecte rebondit dans une scène. Donc, par exemple, quand vous avez un néon qui fait de la lumière rouge, vous pouvez avoir de la lumière indirecte sur le sol devant. Donc, ça permet de mieux prédire justement cette réflexion de lumière sur le sol, et donc peut-être d'améliorer la qualité et peut-être même les performances en utilisant moins de rayons, je suppose. Je ne sais pas si NVIDIA a un truc similaire, peut-être qu'ils ont un truc similaire, mais dans tous les cas, c'est une technologie qui devrait en toute logique améliorer la qualité et surtout les performances avec le ray tracing. Donc ouais, ça c'est les 3 grosses technologies qu'ils voudraient introduire justement avec FSR Redstone. Maintenant, encore une fois, pas de mots sur le support d'anciens GPU, et notamment les GPU RDNA 3.5, qui selon moi, c'est vraiment... Les GPU RDNA 3.5 sont seulement sur des CPU mobiles, ou en tout cas le Ryzen AI avec plein on va dire, de cœur GPU qui est assez énorme. Mais ces CPU mobiles ont souvent, normalement, une partie... Ils ont un accélérateur d'IA intégré. Donc je me dis, est-ce que techniquement vous ne pourriez pas faire tourner justement la dernière version d'FSR? S'ils le font, ce serait une bonne chose, parce que même s'ils peuvent pas forcément supporter les RX plutôt 7000, supporter ces GPU mobiles serait très intéressant pour toutes les consoles mobiles qui existent. Ensuite, vous avez aussi AMD qui a annoncé une nouvelle carte graphique professionnelle, qui est la R9700 Pro, qui est basiquement, on va le dire, c'est une 9070 XT avec 2 fois plus de VRAM. Et certainement, il faut le savoir, AMD a plus de différences entre leur modèle Pro et leur modèle consommateur. Donc certainement, il n'y a pas forcément sur ce GPU, peut-être ce qui permet de faire tourner le ray tracing. Donc tenez-en compte pour ceux qui pourraient se dire, oh, ça permet d'avoir une 9070 XT avec plus de VRAM. Non, il y a de fortes chances que dans les jeux vidéo, elle soit moins performante qu'une 9070 XT. Donc c'est vraiment pour le marché professionnel, c'est tout à fait logique de sortir une telle carte. Ça leur permettra de justement concurrencer certaines des nouvelles RTX Pro qui sont sorties, et en toute logique, AMD devra les fournir pour moins cher, donc capturer un petit peu plus du marché IA, surtout le marché IA consommateurs, on va dire les gens ou peut-être les petites entreprises qui font des calculateurs chez eux et qui utilisent ce genre de GPU. Ensuite, on a une petite news qui concerne Intel ici, et sur le fait que leur prochain socket CPU, donc le LGA 1954, qui remplacera le LGA 1851, qui est utilisé par les Core Ultra à l'heure actuelle, pourrait supporter les refroidissements qui sont utilisables sur justement ces anciens sockets. Et en réalité, ça c'est plutôt une mauvaise news, parce que littéralement, là, on fait des suppositions sur le fait qu'ils pourraient supporter les refroidissements. Mais ça veut dire que oui, clairement, ils ne supporteront pas les processeurs. Donc là, encore une fois, Intel fait un refresh de carte mère sans aucune raison, selon moi, et force les gens à acheter de nouvelles cartes mères pour avoir un nouveau processeur. Alors, il faut tenir compte qu'il y a des nouveaux Core Ultra qui vont sortir fin d'année normalement, qui seront un refresh techniquement des Core Ultra actuels, donc pas forcément une nouvelle architecture. Donc ça, c'est un petit peu bancal déjà au niveau news, parce que Intel se fait laminer par AMD à l'heure actuelle au niveau vente CPU. Les seuls CPU Intel, franchement, que je vois encore utiliser, c'est souvent dans des PC préfaits, des PC assemblés par des assembleurs PC. Et je pense que c'est dû au fait que Intel essaie de négocier des deals avec eux pour leur dire « Ok, utilisez notre CPU, on vous en donne plein à prix réduit. » Et comme ça leur permet d'avoir quand même des gens qui achètent leur plateforme. Et c'est pas des mauvais systèmes, je tiens à le préciser, parce que bien souvent ils coûtent moins cher justement que les systèmes AMD. Donc je pense que c'est comme ça qu'ils essayent de toujours comme avoir des parts de marché. Mais quand vous voyez les gens qui font leur propre PC, là il n'y a aucun débat par contre. Il y a très peu de gens qui ont acheté les nouveaux Core Ultra, et bien souvent c'est des gens qui juste étaient très loyaux à la marque, ou juste avaient besoin vraiment d'un Core Intel parce qu'ils ont peut-être des programmes optimisés plus processeur Intel. Donc là, ces personnes qui pourtant se sont dit on te supporte Intel, on te soutient,
ben, ils vont littéralement se retrouver avec des cartes mères qui ne pourront pas accepter le prochain nouveau vrai processeur de la part d'Intel. Ce qui est, voilà, selon moi, c'est vraiment... c'est une claque dans la face. Hein. C'est vraiment genre, tiens, t'as acheté notre processeur, t'as acheté une nouvelle carte mère bien chère, t'auras juste un refresh et rien d'autre derrière. Et ça, selon moi, c'est vraiment dommage à part d'Intel. Ils sont en position compliquée et ils continuent de faire ce genre de choses. Genre, non, supporter... Genre, les cartes mères en LGA 1851, voilà, donc celles qui sont utilisées pour les Core Ultra actuels, sont des très bonnes cartes mères. Elles peuvent gérer des processeurs qui consomment énormément parce qu'elles sont surdesignées, parce que les constructeurs de cartes mères Intel sont habitués maintenant avec les Core, notamment Core i9 14900K qui consommaient tellement qu'ils ont dû faire des énormes cartes mères. Donc maintenant, ils sont habitués. Ils ont fait même les cartes mères pour les Core Ultra sont over-designées bien souvent. Elles supportent le PCI Express 5.0 qui est pourtant assez future-proof pour le moment. Il n'y a aucune news de PCI Express 6.0, surtout pour les GPU à l'heure actuelle, parce qu'on vient seulement d'avoir des GPU qui supportent le 5.0. Donc, pourquoi ne pas supporter la prochaine architecture? Parce que là, le refresh est pour cette fin d'année. Donc, à mon avis, la prochaine architecture serait 2026. En 2026, on n'aura toujours pas de PCI Express 6.0. Il n'y aura aucune raison de devoir changer de carte mère. Et donc là, c'est juste, selon moi, une claque dans la face des gens qui continuent de supporter Intel parce que du coup, ils devront racheter encore une fois une nouvelle carte mère. Et ça c'est assez stupide aussi pour Intel parce que si vous êtes dans ce cas-là, si vous dites « Oh, j'ai envie d'un nouveau PC, j'ai acheté les premiers Core Ultra, il y a des nouveaux processeurs qui sont hyper intéressants. » Et si vous devez en plus changer de carte mère, vous dites bah, « Je vais peut-être prendre une carte mère AMD. » Mais si vous pouviez garder votre carte mère, je pense que beaucoup de gens se diraient, si vous pouvez garder votre carte mère, il y a beaucoup qui se diraient, ah, bah, je peux upgrade. Je peux garder ma carte mère, bah, je vais upgrade peut-être. Même si c'est seulement 10% de performance plus, il y a des gens qui le font. Mais là, oui, maintenant vous dites, ah, bah, je dois changer de carte mère, changer de processeur, peut-être même changer de RAM, bah, je vais peut-être passer chez AMD au final. Ensuite, nous avons Acer qui a un petit peu confirmé les TDP qui seraient utilisés pour la RTX 5050 pour PC portable, il faut le préciser ici. Évidemment, il y a eu des RTX 4050 et même 3050 sur PC portable, donc ça, c'est pas très étonnant. Mais sur PC fixe, par contre, il y a toujours ces rumeurs comme quoi Nvidia pourra en sortir une, donc on verra bien. Mais dans tous les cas, ici, on a eu un petit peu les confirmations du TDP qui pourrait, pour information, on peut le voir selon cette image-là. Donc, on peut voir, il y a pas mal de ces 5050 qui pourraient supporter sans problème 100 watts et même 15 watts additionnels, parce que des fois, c'est partagé entre le CPU et le GPU, et donc jusqu'à 115 watts. Donc, en réalité, ça, c'est plutôt une bonne news, parce que ça veut dire que même si ces GPU, et ça va être le cas, n'ont pas des specs les plus incroyables, au moins, les constructeurs peuvent faire des GPU qui peuvent monter assez haut niveau watt et donc récupérer un petit peu des performances de cette manière-là. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour justement les laptops d'entrée de gamme, même si, voilà, niveau spec, cette 5050 ne va pas être impressionnante, on va être honnête. Et justement, par rapport au GPU mobile en RTX 5000, il y a eu un autre problème, décidément, oui, voilà, ça n'arrête pas, qui faisait que le TDP de ces cartes n'était pas toujours atteint. Donc, vous avez pas mal de reviewers qui testaient justement ces RTX 5000 et puis qui trouvaient que un modèle qui pouvait aller jusqu'à 175 watts ne se mettait jusqu'à 162 watts, sans aucune raison. Et du coup, forcément, il y avait un petit peu moins de performance derrière. Personnellement, j'ai testé un modèle avec une 5080, je n'ai pas eu ce problème-là, mais voilà, ça pouvait varier d'un modèle à l'autre. Et du coup, Nvidia a sorti un nouveau driver qui fixe justement ce problème de TGP et qui semble justement leur permettre de vraiment atteindre ces 175 watts ou 150 watts, peu importe le TGP qui était normalement annoncé par le constructeur. Donc, oui, voilà, c'est bien qu'il ait fixé, mais ça aurait été encore mieux qu'il n'y ait pas ce problème-là. Donc, ma foi, si vous avez un laptop avec une RTX 5000, je vous conseille de vraiment mettre à jour vers le dernier driver parce que ça pourrait peut-être régler ce problème-là que vous ne savez même pas que vous avez peut-être. On en arrive maintenant au deal de la semaine avec une petite pause, ma foi, des news Computex avec premièrement un deal sur des ventilateurs Thermalright RGB. Donc, c'est un pack de 5 pour seulement 22 € 59, c'est des très bons ventilateurs. Vous avez du RGB, comme ça vous pouvez vous la péter. Et derrière, il coûte vraiment pas cher. Donc ça vaut vraiment la peine. Si vous voulez rajouter vite fait
plein de ventilateurs dans votre boîtier ou juste améliorer vos ventilateurs qui sont pas très bons, qui sont peut-être bruyants ou autre chose, très bon choix. Et ils sont évidemment PWM et ils peuvent aller jusqu'à 1550 tours, ce qui est suffisant pour un boîtier. Je les mettrai pas forcément sur un water cooling, à part si vous voulez un petit peu rendre votre water cooling silencieux et vous avez déjà des très bonnes températures. Mais pour un boîtier, oui, par contre, là, c'est parfait. Derrière, on a toujours cet écran AOC. Il est toujours en promotion, donc j'en parle. Donc, c'est un écran de 27 pouces QHD 180 Hz. C'est utilise une dalle VA pour information, même une dalle face VA, si je me souviens bien. Donc, tenez-en compte, il y a du ghosting sur ce genre de dalle. Donc, si vous n'aimez pas trop le ghosting, je ne recommande pas forcément. Si par contre, vous n'avez aucun problème avec le ghosting, 150 € pour un écran 27 pouces QHD, c'est exceptionnel. 180 Hz, il n'y a pas mieux, littéralement. Et c'est une marque reconnue, c'est un bon pied, comme vous pouvez voir, avec pas mal de réglages et tout. Donc franchement, un excellent deal toujours à l'heure actuelle. Et pour ceux qui voudraient peut-être une dalle plus IPS, avec moins justement de ghosting, mais d'autres problèmes derrière, parce que les dalles IPS ont leurs propres problèmes, eh bien, vous avez aussi Kori, je ne sais pas exactement prononcer, c'est une de ces marques un peu génériques que vous trouvez sur Amazon et tout ça, qui en réalité pas dégueulasse, donc tenez-en compte. Et du coup, ils ont une dalle 27 pouces, encore une fois, QHD, donc 1440p, 170 Hz ici en IPS. Elle supporte même la norme HDR 400, même si honnêtement l'HDR 400 ça sert à rien, c'est basiquement pas de l'HDR, on va être honnête. Et du coup dans un format plutôt intéressant parce que comme vous pouvez voir le pied a pas mal de réglages et tout derrière, donc peut être intéressant. Ça coûte un peu plus cher comme c'est de l'IPS, mais on est quand même toujours à 170 €. C'est très serré comme prix. Au problème que encore une fois, hein, j'en parle dans le Texama Show, mais maintenant, si vous achetez une carte graphique à 300 €, avoir un écran QHD, c'est même pas si étonnant que ça, parce que c'est pas très compliqué à acheter pour ce prix. Ensuite, vous avez aussi Amazon qui fait des promotions, surtout ce qui est un petit peu Echo, et je voulais montrer notamment l'Echo 5, sur moi, l'Echo Show 5 plutôt, qui est un petit peu un smart speaker avec un écran. Toujours intéressant parce que ça vous permet d'afficher notamment juste quelle musique vous êtes en train de jouer sur Spotify ou n'importe quelle application de musique. Ici, ils utilisent Amazon Music évidemment, mais ça vous permet de voir un petit peu ce qui est joué sur le speaker et puis contrôler vos appareils. Intéressant, ça coûte pas cher, si vous êtes déjà dans l'écosystème Amazon, ça vaut la peine. Et si vous voulez rendre une TV ou même un vieil écran intelligent, pouvoir streamer des contenus dessus, mais vous avez le Fire Stick HD qui est vendu à 28,99 € seulement, assez puissant. Au final, le Fire Stick utilise le même genre de puce ou plutôt de SoC que vous avez dans des mini box aussi de la part de Xiaomi et tout ça qui sont vendus à peu près au même prix, mais voilà, le support d'Amazon est un petit peu meilleur derrière, donc c'est toujours plus intéressant selon moi. Et vous avez aussi une version 4K qui est à 39,99 €. Donc ça, si vous, encore une fois, vous avez une Smart TV qui est pas très smart et que vous voulez la rendre plus smart, ça peut valoir la peine. Parce que c'est une, pour information, c'est pas un Chromecast, hein, c'est une full interface intelligente et vous pouvez mettre des applications et tout ça dessus. Vous pouvez voir qu'elle supporte même le Wi-Fi 6. Donc ça vous permet de rendre intelligent à peu près n'importe quel appareil. Ça supporte aussi Dolby Vision, Atmos, du HDR10+, vous avez le Wi-Fi 6 comme j'ai dit et 4K, et puis la version un peu moins chère évidemment, elle supporte un petit peu moins, mais ça vous permettra quand même de rendre intelligent un ancien appareil ou un écran autre chose. Et après, à côté de ça, on a des promotions. Ça fait plusieurs semaines que je les vois, donc j'en parle parce que c'est seulement intéressant. Mais vous avez pas mal de produits Apple qui sont en promotion sur Amazon et c'est vendu directement par Amazon. C'est pas un vendeur tiers chelou ou autre chose. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est réellement moins cher que le site Apple. Parce que si on regarde ici, vous pouvez voir un MacBook Air 13 pouces avec la nouvelle puce M4 en 16 Go de RAM, 256 Go de stockage. Voilà. On ne va pas parler du stockage Apple, on sait tout ce qu'on en pense, mais comme vous pouvez voir par rapport au site de Apple, ce modèle 13 pouces, normalement avec 16 Go de RAM, 256 Go de stockage, est vendu 1199 €. Donc ici, on a une réduction de pratiquement un peu plus de 100 €. Donc c'est réellement, la réduction qu'ils indiquent ici est réelle. Donc par rapport au site officiel Apple, c'est assez intéressant. Et ils ont cette promotion aussi sur d'autres modèles. Alors, pas tous les modèles, tenez en compte, mais ils l'ont aussi notamment sur le MacBook Pro 14 pouces, qui est selon moi l'un des meilleurs MacBooks qui existent. J'en ai acheté un. Je dois d'ailleurs faire une vidéo là-dessus, mais j'en ai acheté un avec une puce M1 Pro juste après la sortie de ceci en 2021, si je me souviens bien. C'est le meilleur ordinateur portable que j'ai jamais utilisé, franchement. Et donc là, avec une puce M4... Alors,
C'est moins intéressant ce mois avec une puce M4 parce que vous pouvez mettre un petit peu plus cher. Vous pouvez voir 2229 euros. Et là, vous avez la puce M4 Pro qui là sera franchement largement suffisant pour la plupart des gens. Le seul problème de ces MacBooks, ça reste toujours, si vous voulez jouer à des jeux vidéo, oui, ils peuvent faire tourner des jeux vidéo. Je sais, on peut utiliser crossover et tout ça. C'est du bricolage, franchement. Ça ne tourne pas hyper bien. Et surtout, il y a des gens qui vont prendre une puce M4 Max pour pouvoir faire tourner des jeux vidéo. Sauf qu'ils vont payer 2 fois plus cher. Ils vont payer 4000 euros pour un PC. À ce moment-là, prenez le modèle de base du 14 pouces Pro. Il est un peu limité au niveau stockage, 512 Go, mais vous avez quand même 24 Go de RAM, ce qui est suffisant. Vous avez un CPU très puissant, un GPU suffisamment puissant aussi pour tout ce qui est tâches professionnelles. Pour faire justement tout ce qui est professionnel, édition vidéo et tout ça, il est exceptionnel, cet ordinateur. Et derrière, avec l'argent que vous économisez, peut-être par rapport à une puce M4 Max ou autre chose, vous achetez un PC gaming, franchement. Et là, vous aurez le meilleur des deux mondes. C'est ce que j'utilise à l'heure actuelle. J'ai un PC Windows Gaming et j'ai un MacBook Pro derrière. Et franchement, selon moi, c'est le meilleur combat. Donc, voilà. Et pour encore une fois, information, oui, il y a réellement une promotion parce que normalement, ce modèle-là est vendu 2449 euros et là, il est vendu 2129 euros. C'est une sacrée réduction, ce qui est très rare de voir sur les produits Apple. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de réductions ces derniers temps. Apparemment, ils ont du mal à vendre justement les inventaires parce que les puces M1 et M2 étaient tellement bonnes que beaucoup de gens sont en mode oh, ça vaut pas la peine d'upgrade. Donc peut-être que c'est pour ça, mais ma foi, voilà. Et vous avez toujours aussi des offres reconditionnées des fois sur le site Apple, je le mentionne parce que là, c'est pas affilié ou autre chose. C'est juste pour le plaisir de le mentionner, mais notamment, vous avez le Mac Mini reconditionné avec une puce M4. Donc, le nouveau Mac Mini, il est à 589 euros. Donc, vous avez une économie de 110 euros. L'une des meilleures mini-machines que vous pouvez acheter à l'heure actuelle. Tant que vous ne comptez pas vraiment jouer à des gros jeux vidéo ou autre chose, c'est une valeur exceptionnelle. Pour Minecraft, par contre, ça tourne plutôt bien. Personnellement, même sur le MacBook Pro, je fais tourner Minecraft, ça tourne très bien. Et puis, dernier deal, par contre, qui est vraiment un deal, vous avez le nouveau, parce qu'il vient de sortir, le Nothing Phone 3A, qui est vraiment très intéressant au niveau spec. C'est basiquement un téléphone milieu de gamme avec tout ce qu'il faut pour la plupart des gens. Vous avez quand même un setup triple caméra, entre guillemets. Vous avez un écran AMOLED 6,7 pouces. Vous avez 128 Go de stockage. Franchement, très solide comme téléphone. Il a évidemment un Snapdragon milieu de gamme. Il n'a pas le dernier Snapdragon, mais c'est largement suffisant pour la plupart des gens. Et là, il est vendu en promotion. Il est même moins cher que le site officiel. Il vient de sortir en plus, donc ça, je ne comprends pas trop. C'est peut-être une offre de lancement. Il est à 289 euros. Et Nothing, maintenant, ils commencent à être très sérieux selon moi. C'est fait par l'ancien fondateur pour information de OnePlus, sauf qu'ici réellement c'est des téléphones intéressants pour le prix comparé à OnePlus ces derniers temps. Et ouais, des specs très solides, un design plutôt intéressant, semi-transparent comme vous pouvez voir, et un prix très contenu, donc franchement très intéressant. Ça, c'est un très bon deal, même meilleur deal que les Pixel Phone que vous pouvez trouver à peu près au même prix, franchement, selon moi. La partie photo reste assez solide chez Nothing. Pas aussi bonne que les Pixels en réalité, mais assez solide. Et là, on est moins cher, il me semble, que le Pixel qui est équivalent, qui serait plus à pratiquement 400 euros, si je me souviens bien. Donc ça, c'est tout pour les deals de la semaine. Je rappelle que c'est des liens affiliés dans la description. Ça permet de soutenir la chaîne. Mais derrière, ça vous permet d'avoir, selon moi, des produits qui sont plutôt intéressants. Ensuite, on parle un petit peu console mobile ici avec d'abord le fait que MSI va sortir une MSI Clo A8 qui utilise un processeur AMD. C'est assez notable parce que MSI s'est dit « Oh, ROG, ils utilisent des CPU AMD. Nous, on va utiliser les processeurs Intel. » Et en réalité, ces processeurs Intel sont pas si dégueulasses. Ils sont même plutôt performants par rapport à ce que même fait AMD. Mais c'est juste que voilà, AMD a juste un meilleur support pour beaucoup de jeux et surtout des anciens jeux. Et tout simplement aussi sur Linux, qui peut être intéressant avec l'arrivée notamment de SteamOS. Donc voilà, beaucoup de gens préféraient juste prendre justement ces consoles portables avec des CPU AMD. Et donc ici, MSI a finalement dit « Ok, on va en faire un. » Donc là, c'est l'MSI Clo A8 qui utilisera le Z2 Extreme jusqu'à 24 Go de RAM et aura basiquement aussi les mêmes specs que les MSI Clo. Et en réalité, les MSI Clo sont pas si mal selon moi. Le design est plutôt intéressant, les specs sont plutôt bonnes. C'est juste qu'elles étaient par contre vraiment chères, surtout vu qu'elles utilisaient des processeurs Intel, donc c'était pas très intéressant. Donc ma foi, on va voir ce que ça donnera. Comme vous pouvez voir ici, vous avez toutes les specs. Donc, c'est du 8 pouces, Full HD, 16 dixièmes,
120 Hz jusqu'à 500 nits et tout ça, donc des specs plutôt intéressantes. Ils ont aussi un écran un petit peu plus gros, donc par rapport à ce que fait notamment, j'allais dire Nvidia, dans ce que fait ROG via la ROG Ally, mais c'est assez similaire par contre à ce que fait Lenovo, justement, avec leur console à eux qui est aussi en 8 pouces. Et je pense que la console Lenovo est plus intéressante avec notamment le fait que vous pouvez détacher les contrôleurs et l'utiliser comme souhait, donc voilà. Et une autre news importante par rapport à ça, je vais le mettre d'ailleurs séparé dans la table de matière parce que c'est selon moi très intéressant et ça concerne justement les consoles portables Windows, un petit peu comme la ROG Ally, la MSI Chloé et tout ça. Et c'est le fait que Microsoft, visiblement, a abandonné les plans, en tout cas pour le moment, ils les ont mis en pause, de faire leur propre console portable parce qu'ils voulaient faire une Xbox portable, basiquement. Et ça semble dû au fait qu'ils voudraient se concentrer plutôt sur justement les consoles existantes et surtout améliorer le support de ces consoles existantes. Parce que si vous regardez, la ROG Ally, même la Lenovo Legion et tout ça, marchent plutôt bien, elles sont intéressantes, mais bien souvent le problème, c'est que derrière, le plus gros problème de ces consoles, c'est Windows. Si vous regardez à chaque fois, c'est toujours Windows. Vous avez notamment Lenovo qui a sorti la première console en dehors du Steam Deck qui supporte officiellement SteamOS. Donc ils ont travaillé avec Valve pour avoir SteamOS dessus. Et du coup, ils ont un modèle Windows et un modèle SteamOS. Et vous avez notamment Dave2D qui a fait un test et qui a vu que, oui, les performances sont meilleures, la gestion de la batterie est meilleure, c'est juste bien meilleur sur SteamOS. Même si vous avez le fait que les jeux ne tournent pas techniquement nativement et qu'il y a une couche de traduction derrière des instructions, c'est quand même meilleur. Alors, c'est certainement aussi dû au fait que Steam, plutôt Linux a moins d'overhead, donc il y a moins de performance perdue sur des trucs assez stupides, ce qui affecte en particulier ce genre de consoles qui n'ont pas les specs les plus grosses non plus, hein. Elles ont des specs limités pour leur taille et tout ça, donc c'est assez important justement pour ce genre de console. J'aimerais toujours voir s'il y a vraiment une énorme différence entre Steam au niveau gaming et justement Windows au niveau gaming avec une config plus raisonnable, plus haut de gamme et surtout un PC fixe, parce que là je pense qu'il y a moins de problèmes d'overhead sur ce genre de config, surtout avec un CPU récent, mais bon, ça mériterait d'être testé justement. Mais par contre, oui, Dev2D a vu que sur une console portable, là par contre ça fait clairement la différence. Donc là, Microsoft reconnaît qu'ils ont réellement un problème parce que SteamOS devient de plus en plus bon. Il y a même, il semble, récemment une nouvelle version de SteamOS qui est sortie qui supporte basiquement n'importe quel système basé sur AMD. Donc, tant que vous avez un GPU, CPU AMD, c'est bon. Donc, ce qui représente pas mal de ces consoles portables, même si évidemment le support n'est pas encore parfait. Il y a par exemple, il me semble que sur la ROG Ally, cette nouvelle version ne supporte pas le réglage du TDP, ce qui est assez important. Mais vous avez d'autres personnes par contre qui ont repris SteamOS et qui ont rajouté justement le support même de GPU Nvidia en mettant les drivers directement dedans. Donc ça aussi, ça existe. Je sais plus le nom, il me semble que c'est Bazzite, quelque chose comme ça. Donc pour ceux qui seraient intéressés, et ça tourne plutôt bien sur la ROG Ally d'ailleurs. Mais Steam et surtout Valve va continuer de travailler justement sur le support de ces consoles portables et à terme ils veulent pleinement supporter la ROG Ally, la ROG Ally X, l'autre Lenovo Legion, peut-être même cet MSI Chloé A8 pour être supporté. Et du coup là ça va être un énorme problème pour justement Microsoft parce que ça ouvre la porte au gaming littéralement à Linux, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont utiliser ces consoles portables. Donc, il y a plus en plus de gens qui vont se rendre compte que, en fait, je peux jouer sur Linux. Et dès que, justement, Valve va sortir une version vraiment propre de SteamOS que vous pouvez juste installer sur n'importe quel PC fixe avec un GPU ou même un GPU AMD ou même un GPU Nvidia, là, il y a beaucoup de gens qui vont être en mode, pourquoi j'achète Windows? Je fais juste jouer à des jeux vidéo. Je vais mettre SteamOS. Donc là, ils vont avoir un vrai problème. Donc là, ils commencent à se dire, c'est peut-être pas bon, on devrait peut-être faire quelque chose. Parce que si vous amenez le marché gamer sur Steam, enfin sur Linux, ça ouvre la porte à d'autres aussi marchés, peut-être même certains marchés professionnels où il y a certains développeurs de programmes professionnels qui vont se dire, on a de plus en plus d'utilisateurs qui sont sur Linux parce qu'ils jouent à des jeux vidéo sur Linux. Bon, on va peut-être commencer à sortir des versions Linux de notre logiciel. Donc là, ce serait encore une fois très mauvais pour justement Windows et Microsoft. Et ça c'est déjà arrivé par le passé quand on y regarde. Le marché mobile, les téléphones tournent sous Linux.
c'est un fork de Linux, Android. Et donc, par le passé, vous pourriez vous dire, oh ben Microsoft n'a rien fait. Non, ils ont essayé de faire quelque chose, ils ont essayé de faire un OS mobile. C'est juste qu'il était tellement mauvais que personne ne l'a utilisé. Ils sont passés sur Android. Apple a fait leur propre OS, évidemment. Et du coup, il y a déjà des précédents. Et l'histoire pourrait se répéter à nouveau, que si Windows devient de plus en plus mauvais, et c'est réellement le cas, mais il y a beaucoup de gens qui vont se dire, hey, Steam, avec SteamOS, et Linux, en réalité, pas si mal. Je vais peut-être passer dessus. Et je reprécise d'ailleurs que je vais, dès que je rentre à la maison, je vais travailler sur un PC, certainement full AMD, avec Linux dessus, avec mon programme d'édition dessus. J'ai aussi normalement une interface audio qui supporte Linux. Je vais essayer vraiment d'utiliser Linux pendant une semaine minimum, et même peut-être même un mois. Et je vous dirai justement ce que ça donne d'être entièrement sur Linux, pas juste pour jouer, ou même pour aussi travailler. Et donc, ma foi, vous aurez un rapport de ma part. Vous aurez une vidéo en réalité qui montre le setup, comment j'ai configuré tout, parce que ça pourrait être intéressant pour certaines personnes qui veulent le faire aussi. Et puis, vous aurez la vidéo conclusion en mode hey, ça fait une semaine, ça fait un mois. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que j'ai des problèmes ou est-ce que ça marche bien? Donc, ma foi, n'hésitez pas à vous abonner pour cette vidéo. Ensuite, on passe à la catégorie mini-PC, parce que moi, c'est toujours très intéressant. Et vous avez notamment Zotac qui a annoncé un nouveau Magnus, je ne sais plus quoi le nom, qui est un de ces mini-PC qui fait juste 2,6 litres. Donc, c'est très petit. J'en avais déjà acheté un par le passé, personnellement, avec une RTX 2060 mobile, mais c'était une version mobile. Et ici, ils ont annoncé justement une version qui utilise une RTX 5060 Ti 16 Go. Et comme vous le savez, il n'existe pas de 5060 Ti mobile parce que oui, c'est vraiment une carte de PC fixe dans un mini PC de 2,6 litres, ce qui est très petit. Et donc, vous pouvez voir un petit peu des images ici. Alors, j'ai pu le voir, moi, par mes propres yeux sur le stand, mais j'ai à peine filmé des images qui n'étaient pas très intéressantes. Ici, les images montrent assez bien, notamment le slot PCI Express qui est utilisé ici. Donc, c'est vraiment un GPU, même qu'on pourrait enlever techniquement, même si, à mon avis, c'est bonne chance pour le remplacer par un autre. Vous avez aussi l'énorme refroidissement avec 2 ventilateurs pour justement gérer le TDP qui peut monter jusqu'à 180 watts. Donc, oui, ce n'est pas une 5060 Ti avec un TDP castré ou autre chose, c'est vraiment une full 5060 Ti. Et vous avez évidemment aussi le CPU ici qui sera un Core Ultra pour information mobile. Donc c'est le 275H ou je sais plus quoi, si je me souviens bien. Voilà, c'est pas déconnant, ça va, ça fait le taf surtout pour une machine un peu plus orientée gaming ou travail professionnel. Et ça m'intéresse parce que j'utilise mon mini PC actuel qui est juste là, vous le voyez pas mais il est juste là, c'est mon mini PC que j'ai fait pas mal de vidéos dessus. Et j'utilise parce que ça me permet justement, quand je pars en voyage, d'avoir toujours full puissance, un PC qui est silencieux aussi, parce que les PC portables, j'aime bien les PC portables, mais il faut le reconnaître, un PC portable pour jouer, surtout en 1440p, parce que j'aime bien jouer en 1440p, il faut pas mal de puissance et bien souvent derrière se dire un peu de bruit. Et surtout, le problème du PC portable, c'est que même si, quand vous mettez un casque, ça va selon moi le bruit, mais le problème, c'est qu'il est juste devant moi. Parce qu'un PC portable, vous ne pouvez pas le mettre plus loin. Ou sinon, vous devez avoir un écran, un clavier, une souris et tout ça. Et à ce moment-là, si j'ai besoin d'un écran, un clavier, une souris, ben, je fais un mini PC. Parce que je peux avoir un mini PC moins cher que le PC portable, et plus puissant, et plus silencieux. Et je peux le déporter, le mettre plus loin, pour qu'il ne fasse pas de bruit sur mon micro, justement. Si vous entendez du bruit, alors normalement, j'utilise un truc qui réduit le bruit, mais c'est la climatisation, parce qu'il fait très chaud ici. Donc, bref. Dans tous les cas, j'aime beaucoup les mini PC. Et ça m'intéresse. Donc, je vais peut-être essayer de voir pour en avoir un pour le tester, justement. Et en parlant de mini-PC, vous avez aussi Thermaltake qui va se lancer dans le marché des mini-PC. Et ça, c'est, selon moi, très intéressant. Parce qu'on le sait, Thermaltake, selon moi, fait parmi les meilleurs refroidissements. Ils font du très bon travail. Ils sont vraiment pas chers et surtout silencieux et refroidissent bien. Et donc, ben forcément, un mini-PC a besoin d'un bon refroidissement silencieux qui refroidit bien et qui est assez compact. Et là, ils ont 3 nouveaux mini PC qui pourront arriver. Donc, vous en avez un avec un design très spécial, pas forcément pour tout le monde, qui, comme vous pouvez voir, a carrément un écran. Vous avez le refroidissement en cuivre derrière. Et en réalité, en fait, vous ne le voyez pas, mais la carte mère avec le CPU juste derrière. Et vous avez un water cooling. Et puis, en fait, vous avez des tubes qui vont justement vers ce radiateur en cuivre. Donc, c'est du water collé, tout ça. Le mini PC à droite utilise un peu la même chose. La partie du bas
a le PC, et la partie du haut, en fait, c'est tout ce qui est refroidissement. Donc, vous avez justement un water cooling dans la partie du dessus. Et là, on voit justement une image qui montre l'autre mini PC. Donc là, vous pouvez voir le water block. Et puis, le dernier mini PC qui est un peu plus gros, ça se voit d'ailleurs qu'il est plus gros, utilise le même principe. Le mini PC est en bas. Et au-dessus, vous avez la partie water cooling avec un 140 mm dans un châssis pourtant très compact. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça reste toujours très compact selon la taille des USB. C'est plus compact que mon mini PC. Je ne sais pas le volume exact. Je ne sais pas s'ils l'ont dit. Et en tout cas, le plus petit d'entre eux fait seulement 1 litre, ce qui est vraiment très compact. Mais par contre, il utilise un des Ryzen, pas les plus gros Ryzen AI. Il utilise le 370, donc pour moi, c'est pas le plus intéressant. Parce qu'à ce moment-là, la puissance GPU que vous avez là-dedans, c'est un peu la même chose qu'une ROG Ally. Donc, ou encore une fois, Lenovo Legion et tout ça. Donc, autant peut-être avoir plutôt ça. Par contre, celui-là, qui est un petit peu plus gros, donc je ne sais pas le volume exact, ça doit être certainement 2 litres, 3 litres, lui utilise le nouveau Ryzen AI 395. Donc là, on a beaucoup de puissance GPU. On a basiquement la puissance d'une RTX 4060, 4070, certainement même plus qu'une 4060, parce qu'ici, il est proprement water-coolé. Donc, on pourra utiliser le full TDP de 120 watts de ce processeur et de ce GPU, et donc avoir des assez bonnes performances. Donc, franchement, très intéressant. Surtout de la part d'une marque avec une telle réputation qui est Thermalright, comme j'ai dit, une des meilleures marques au niveau refroidissement. Donc, les voir faire un mini PC, je suis totalement pour. Bon, par contre, je ne sais pas si on le voit sur ce mini PC-là. Est-ce qu'il y a une brique externe? J'espère qu'il n'y a pas une brique externe. C'est toujours le problème avec ce genre de mini PC. Ils sont très compacts. Et puis, en fait, l'alimentation est externe. Et du coup, oui, il fait 1 litre, mais vous devez mettre une alimentation à côté qui fera pas 1 litre, mais elle rajoute du poids, elle rajoute aussi de la taille et tout ça. Donc, voilà, ça casse un petit peu le principe selon moi. Et c'est le cas d'ailleurs avec le Magnus. Il a une alimentation externe, il faut le savoir. Derrière, il y a un truc DC 12 volts qui permet de l'alimenter. Donc, ouais, même s'il fait 2,6 litres, vous rajoutez l'alimentation derrière, ce sera plus 3 litres. Et vous avez d'ailleurs pas mal de marques qui ont annoncé justement des mini PC. J'ai pu en voir pas mal justement lors du Computex. Donc là, il y avait justement une marque avec Lenovo. J'ai une marque que je suis en contact, c'est GMT Tech, il me semble, qui devrait m'en envoyer un. Donc ça devrait être intéressant pour faire justement des tests là-dessus. Et à savoir que c'est différent aussi des premiers, on va dire, ordinateurs qui ont utilisé ces puces Ryzen AI 395, parce que les premiers, c'était la Z13 de chez ROG, qui est une tablette, et vous aviez aussi HP, qui avait un ordinateur de 14 pouces. Mais le problème de ces deux ordinateurs, c'est qu'évidemment, c'est des PC portables, donc le TDP est limité. Ils ne peuvent pas utiliser les 120 watts total de ce processeur et donc de ce GPU, et donc forcément, ça semble logique. On ne voit pas encore le full potentiel de ce processeur. Donc ici, ces mini PC devraient utiliser justement les full 120 watts. Le GMT Tech a été confirmé comme utilisant les 120 watts. Justement, il peut même booster à 140 watts. Donc j'ai vraiment hâte de le tester. J'espère que réellement je vais pouvoir avoir un de ces exemplaires parce que j'aimerais justement voir si je peux remplacer mon mini PC ici avec ça, même si techniquement il serait moins puissant. Est-ce qu'il est suffisamment puissant? Et surtout, c'est un PC full AMD, donc je pourrais mettre Linux dessus. Et donc, me débarrasser de Windows, avoir un mini PC Linux que je peux emporter partout, qui est ultra puissant, ça m'intéresse. Et il y a un meilleur support, évidemment, sur ce genre de mini PC que les PC portables. Parce que les PC portables, des fois, le trackpad n'est pas supporté sur Linux. Des fois, il y a des problèmes avec l'écran, la luminosité, tout ça. Au moins, avec un mini PC, peu importe ce que je branche dedans, ça marchera beaucoup mieux. Même si le support Linux, il faut le savoir, pour les PC portables, c'est largement amélioré ces dernières années. Et surtout, si vous utilisez un PC portable pas trop récent, plus de l'année dernière, en général, il y a pas mal de trucs les drivers nécessaires ont été rajoutés et tout ça. Donc ça va. Quand par contre vous utilisez un nouveau ordinateur portable qui vient de sortir sur Linux, c'est un peu plus bancal des fois. Donc tenez-en compte. Donc là, pas mal de mini PC annoncés. Cette news est grise. Un autre mini PC annoncé aussi, c'est le ROG NUC. Alors j'attends toujours ce ROG NUC 15. Enfin non, là ils disent 15, mais je ne sais plus le nom. Il y a un nouveau ROG NUC avec une RTX 5080 mobile qui doit sortir dans un châssis de 3,1 litres. Donc il m'intéressait forcément énormément. Comme j'ai dit, j'adore ce genre de mini PC. Mais le problème, c'est qu'il a été annoncé au CES. Je l'ai vu au CES. Il devait sortir en avril.
j'étais au Computex, il y en avait partout sur le booth de chez Asus d'ailleurs, enfin de ROG. Tous les endroits où ils montraient un écran, notamment les nouveaux écrans OLED et tout ça, il y avait un ROG NUC à côté parce que ça prend pas beaucoup de place pour justement montrer les écrans, mais toujours pas sorti. Et là, du coup, ils ont aussi annoncé un cousin de ce ROG NUC qui est franchement au niveau design très similaire, mais moins gamer, mais le châssis est exactement le même. Il n'y a juste pas les marquages ROG, et c'est un ROG, enfin c'est un Asus NUC ici. Et lui, il n'utilise pas la 5080 mobile, il utilise une 5070 qui est voilà, beaucoup moins intéressant selon moi. Même pas une 5070 Ti, donc c'est assez dommage. Mais du coup, il utilise le même châssis, donc ça pourrait être intéressant pour certaines personnes. Mais ouais, rien que le fait que ça n'utilise pas justement la 5080, pour moi, c'est déjà... non, je ne suis pas intéressé. Je suis intéressé par l'autre, ROG NUC, qui lui doit toujours sortir. Donc ma foi, Asus, quand est-ce que vous le sortez? J'aimerais bien le tester. Ensuite, on a une news sur le fait que Noctua va travailler sur leur premier refroidissement liquide et surtout va sortir leur premier refroidissement liquide dès le début de l'année 2026. Donc, il y a encore un petit peu de temps, mais ça devra arriver prochainement. Et oui, ils se lancent dans le marché du water cooling. Alors, c'est un water cooling all-in-one, donc intégré, donc un petit peu comme toutes les autres marques, NZXT, Corsair, Cooler Master, même Thermalright. Toutefois, ici, évidemment, vous avez les excellents ventilateurs de chez Noctua qui sont intégrés. Ils utilisent une pompe Aztec G8V2 aussi dans ce modèle, pour information. Mais ils ont fait des améliorations au niveau de l'isolation de la pompe, au niveau vibration et aussi l'isolation autour pour qu'elle fasse moins de bruit. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, personnellement, surtout avec la réputation de Noctua, je n'ai aucun doute sur le fait que ce sera certainement l'un des meilleurs water cooling qui existent sur le marché et surtout l'un des plus silencieux. Maintenant, on va être honnête, le design est dégueulasse. Franchement, je ne sais pas qui chez Noctua s'est dit « Ouais, on va juste le sortir avec nos ventilateurs bruns et beige. » Parce que voilà, c'est nos meilleurs ventilateurs du moment. Mais voilà, c'est dégueulasse au niveau design. Ensuite, on passe à la catégorie câble qui brûle, alimentation et tout ça. Je mets tout en un, ça va être génial. Vous allez voir, il y a plein de news. Nous avons le fait que notamment MSI avait sorti un de ses fameux connecteurs 12 pins, 12 plus 4 pins, avec le bout qui était jaune pour justement bien faire en sorte que les utilisateurs branchent à fond le câble. Mais bien sûr, on le sait très bien que le fait que le câble soit mal branché est juste un des nombreux problèmes avec ce câble. Il y a d'autres problèmes derrière, et notamment le fait que des fois, juste le GPU récupère mal, ou plutôt utilise trop un des câbles, et du coup le fait surchauffer, et puis après vous avez le connecteur qui commence à cramer. Et comme vous pouvez voir ici, vous avez un câble de chez MSI qui a cramé encore une fois. Mais c'est pas, selon moi, c'est pas la faute à MSI, c'est juste la faute à ce connecteur. Bien que techniquement, vous pourriez dire que c'est la faute de MSI parce qu'ils auraient pu faire en sorte de designer le PCB de leur carte avec justement un système de distribution, ou plutôt un système d'alimentation qui permet d'éviter ce genre de problème. Voilà, ils ne l'ont pas fait. Donc à vous de voir si c'est de leur faute ou si c'est plus la faute d'NVIDIA d'avoir poussé ce connecteur qui est clairement pas designé pour ce genre de cas d'utilisation. Donc ça, c'est encore un autre débat. Mais dans tous les cas, oui, il y a toujours des problèmes avec ce connecteur, au point même que vous avez des gens qui commencent à designer des solutions. Et notamment, vous avez Seasonic qui a annoncé une nouvelle alimentation qui va aller jusqu'à 3200 watts. Vous aurez des modèles avec moins de wattage, évidemment. Mais cette nouvelle alimentation devrait avoir justement directement intégré dans l'alimentation un système qui permet de voir si le câble, un des pins, prend trop de wattage et permet de tout simplement couper l'alimentation. Genre l'alimentation se bloque automatiquement, votre PC va juste s'éteindre, mais au moins derrière, ça évite que le câble surchauffe et cause des problèmes. Et pourrait même, via les 4 pins ici, peut-être communiquer avec le GPU pour lui dire hey, coupe-toi au niveau alimentation. Ça serait techniquement peut-être possible aussi. Ou en tout cas, forcer le GPU à se couper parce que le GPU pourrait se dire oh, mon câble d'alimentation a été déconnecté ou je sais pas quoi. Parce que si, il me semble, si vous coupez le signal d'un des 4 pins ici, le GPU considère que le câble n'est peut-être pas connecté, donc il va se mettre en mode protection en gros, donc c'est tout à fait possible. Je ne suis pas électricien et je ne suis pas électricien PC, je tiens à le préciser, mais voilà, ils ont plusieurs solutions qui pourraient justement faire ça. Et une autre solution qu'ils ont montrée sur leur stand qui vont aider à fabriquer, mais qui est fait techniquement par un tierce, c'est tout simplement ce petit truc, ce petit boîtier, on l'a vu ici d'ailleurs, qui en gros, vous allez connecter votre câble 12 pins, vous allez avoir un câble 12 pins qui ressort juste à côté d'ailleurs.
ça va vers votre GPU. Et ce boîtier fait la même chose. Il moniteur la tension sur les câbles et surtout la chauffe de ces câbles. Et s'il y a le moindre problème, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez avoir juste une alarme qui fait du bruit. Donc, qui fait bip, 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 ton câble est en train de surchauffer. Ou tout simplement, ça coupe le PC. C'est des solutions, c'est du bricolage. On va être honnête, c'est du bricolage, tout ça. Mais c'est quand même malheureux de devoir en arriver là parce que on a un connecteur mal designé. Et encore une fois, qui a vraiment la faute d'avoir ce connecteur mal designé? Selon moi, je vais être très honnête, même si Nvidia fait partie du consortium ATX et vous avez techniquement Intel et même AMD qui ont dit oui, on valide ce connecteur pour le format ATX 3.1, même si beaucoup de marques ont participé, il y a une seule marque qui a vraiment poussé l'industrie vers ce connecteur et c'est Nvidia. Et pour moi, voilà, ce connecteur n'était tout simplement pas prêt déjà. Et à l'heure actuelle, ce connecteur aussi est surutilisé ou tout simplement, ils utilisent trop ce connecteur pour même des cartes qui devraient avoir plusieurs de ces connecteurs. Donc, notamment la 5090 devra avoir 2 12 pins, tout simplement. Ça éviterait beaucoup de problèmes. Et c'est dû au fait que, pour information, ce connecteur 12 plus 4 pins, sur les specs, peut monter jusqu'à 650 watts, je me souviens bien. Donc, vous pourriez vous dire, une 5090 qui consomme 600 watts, ça va, c'est en dessous des specs. Mais le truc, c'est que quand vous voyez, par exemple, l'ancien câble 8 pins, lui était annoncé à 150 watts, donc tout le monde l'utilisait jusqu'à 150 watts, mais dans les specs, il pouvait aller à plus de 200 watts, même 250 watts. Donc ça veut dire que la marge entre les specs et ce qu'utilisaient les marques était énorme, genre vraiment énorme. Donc même s'il y avait un problème qui faisait que le câble allait en dehors de ses specs, il y avait tellement de marge que ça posait aucun problème. Le câble 12 pins, c'est pas le cas. Surtout dans la 5090 ou même la 4090 à l'époque, si vous dépassez à peine ce que les constructeurs ont défini pour ce câble, vous dépassez les specs très rapidement. Mais il y a aussi le fait tout simplement que les PCB, on l'a vu, sont mal designés. La plupart des GPU, surtout sur RTX 5000, ils ne vérifient pas sur le PCB que l'alimentation est proprement, on va dire, distribuée sur tous les câbles de ce connecteur 12 pins, et c'est ça surtout le problème. S'il y avait quelque chose sur le PCB, et par exemple la ROG Astral a en partie un truc qui vérifie ça, mais c'est pas totalement... Voilà, c'est en partie mitigé, mais c'est pas totalement réglé comme problème. Mais la ROG Astral notamment le fait, donc ça permet de régler en partie le problème. Mais si les constructeurs avaient correctement fait en sorte que, ok, on regarde, on met des composants sur le PCB pour justement empêcher que ça arrive, mais ça ne serait tout simplement pas arrivé. Donc voilà, ma foi, pour moi, la faute est un petit peu à toute l'industrie du GPU qui a décidé d'adopter ce connecteur. Pour une carte qui consomme 300, même 400 watts, pour une 5080, ça va encore, il y a de la marche, même si, encore une fois, il peut y avoir des problèmes où, voilà, le câble est mal utilisé, le GPU prend trop sur un des câbles qui passe dans ce 12 pins. Mais si Nvidia avait dit ok, la 5090 a 2 12 pins, il y aurait eu beaucoup moins de problèmes justement de câbles brûlés ou autre chose. Et s'ils avaient aussi recommandé aux constructeurs de mettre un peu plus de gestion sur le PCB, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Une autre solution, ce serait aussi peut-être de passer à un nouveau connecteur. Donc ici, vous avez Saphir qui va adopter le connecteur qui était introduit par Asus, qui est le GC-HPWR, qui est ce fameux connecteur ici que vous pouvez voir, qui est fait pour information. Normalement, il a été designé pour les cartes mères et les cartes graphiques qui supportent le format BTF. Donc ce format permet d'avoir les câbles cachés derrière la carte mère, et notamment ici, ça permet de cacher le câble d'alimentation de la carte graphique en faisant passer l'alimentation sur la carte mère. Et pour information, selon Asus, ce connecteur peut supporter jusqu'à 1000 watts, ce qui est beaucoup plus que les 600 watts de la 5090. Maintenant, évidemment, à voir si derrière on pourrait avoir d'autres problèmes, si, encore une fois... En réalité, si vous regardez, le connecteur semble être designé d'une manière totalement différente qui, justement, éviterait le problème du câble 12 pins, où vous avez le fait que vous avez 12 pins, il y en a 6 qui gèrent l'alimentation électrique, et du coup, des fois, l'alimentation est mal gérée. Il y a un de ces 6 câbles qui prend beaucoup plus d'ampérage, et du coup, il surchauffe et ça pose justement le problème des connecteurs qui font. Ici, vous n'avez pas ce problème. Sauf, parce que c'est un énorme sauf, on peut le voir juste ici, le câble 12 pins existe toujours. Et il est juste déporté sur la carte mère. Donc, au lieu de cramer votre carte graphique, vous allez cramer votre carte mère. Ce qui, dans certains cas, est-ce mieux?
Je sais pas vraiment. Dans certains cas, la carte mère, bien souvent, la carte mère coûte moins cher à la carte graphique, donc c'est une amélioration, je suppose. Mais non, pas vraiment. Vous avez aussi le fait que Asus a montré, je l'ai vu au Computex, ils ont montré le fait que maintenant, ils ont un système modulaire où ils peuvent enlever ce câble. Ou plutôt ce connecteur. Comme ça, si vous avez une carte mère qui ne supporte pas le format BTF, vous pouvez toujours mettre la carte graphique sur ce PC-là. Et il y a toujours du coup, un connecteur 12 pins derrière. Donc ça, c'est plutôt cool de voir que enfin ils ont pensé aux gens qui peut-être vont vouloir installer ce GPU sur une carte mère qui ne le supporte pas, parce que peut-être ils l'ont acheté d'occasion, ce qui pourrait totalement arriver. Mais bref. Aussi, évidemment, Saphir évidemment, fait des cartes graphiques AMD, donc c'est la première carte graphique AMD qui supporte aussi ce connecteur, donc ça c'est plutôt cool, parce qu'il me semble que Asus n'a pas sorti de carte graphique AMD qui supporte le format BTF pour le moment, donc ça c'est un petit peu dommage. Donc à voir. Et vous avez aussi une autre marque qui a supporté le connecteur, avec encore une fois aussi un connecteur modulaire. Et c'est Colorful. Donc Colorful est plus en Chine en réalité. Vous devez les connaître un petit peu via leur marque qui est KFA2 en Europe. Mais Colorful, KFA2 c'est un peu genre l'entrée de gamme de Colorful. Colorful derrière a vraiment des cartes haut de gamme, même des très bonnes cartes haut de gamme. Ils ont même montré des cartes des 5090 avec 2 connecteurs 12 pins pour justement éviter des problèmes d'alimentation. Bien, ici, ils ont montré, alors je ne sais plus c'est quel GPU exactement, c'est une RTX 5000, et comme vous pouvez voir, elle a un connecteur, ce fameux connecteur de Asus, donc d'autres marques continuent de le supporter, donc ça c'est cool à voir, parce que le connecteur, s'il est seulement utilisé par Asus, ça selon moi diminue beaucoup l'intérêt. Mais si vous avez d'autres marques qui le supportent derrière, bah, ça augmente son intérêt. Et là, ils ont un système modulaire où vous pouvez glisser, toujours dans le même connecteur ici, ce petit adaptateur qui soit vous permet de juste supporter le format BTF, mettre dans une carte mère BTF, ou soit de tout simplement avoir un connecteur 12 pins qui reste toujours caché un petit peu derrière dans la carte graphique. Donc, encore une fois, ça ne règle pas du tout le problème du connecteur 12 pins, parce qu'il est toujours là quelque part. Il est toujours soit sur la carte mère, soit il est là sur cet adaptateur. Mais au moins avec l'adaptateur, je suppose que si le connecteur crame, vous pouvez juste le remplacer facilement, ma foi. C'est amélioration, yay! Donc ouais, encore une fois, vous pouvez le voir, beaucoup de bricolage pour régler un problème qui n'est totalement pas réglé au final. Donc ouais, on verra bien ce que ça donnera. Et ensuite, on a Asus qui a annoncé au Computex un nouvel écran gaming qui est le plus rapide au monde avec un taux de rafraîchissement de 610 Hz. C'est le Rockstrix Ace XG248QCG. C'est très marrant parce que j'étais à la présentation Asus, à leur HQ, et littéralement, le mec qui a présenté cet écran, qui fait partie du département qui a designé cet écran, quand il a lu le nom de cet écran, contrairement à sa présentation où il parle, il connaît son produit, quand il a lu la présentation, il le lisait sur un téléprompteur, il était en mode le XG24. Donc, assez marrant de voir que même littéralement, les gens qui travaillent chez Asus ont du mal à se souvenir du nom de leur propre écran. Enfin bref, dans tous les cas, c'est un écran 610 Hz et pour information, il utilise une dalle Super TN. Donc c'est un nouveau type de dalle TN qui semble être beaucoup mieux. Je l'ai pu le voir justement de mes propres yeux. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller justement sur place. Et donc l'amélioration ici, c'est au niveau du fait que les dalles TN sont dégueulasses. Je vais être très honnête, surtout les dalles TN qui allaient jusqu'à 480 Hz, 500 Hz et tout ça. Oui, elles étaient très rapides, mais les couleurs derrière étaient dégueulasses. Ça faisait une image hyper délavée, ça manquait de contraste. Les noirs, c'était plus des gris. C'était juste pas très beau à voir. Donc là, j'ai pu le voir justement, cet écran Super TN, et c'est toujours pas un écran LED, on va être honnête. C'est même pas un écran IPS, mais en réalité, il est pas si loin d'un écran IPS parce que même Asus a annoncé sur cet écran qu'il supporte jusqu'à genre 93% de l'espace couleur DSCP3, ce qui est assez exceptionnel en réalité. Et du coup, j'ai pu le voir de mes propres yeux. Oui, les couleurs sont vraiment bien meilleures par rapport à une ancienne dalle TN. Mais oui, honnêtement, voilà, les dalles OLED restent meilleures. Maintenant, évidemment, ça semble logique, ça va être moins cher qu'une dalle OLED, surtout avec ce genre de spec. Donc c'est ça l'intérêt ici. C'est vraiment un écran fait ici pour les gens qui jouent à haut niveau. Franchement, même si vous jouez tout le temps à CSGO ou autre chose, tant que vous n'êtes pas un professionnel, je ne vois pas l'intérêt d'un tel écran. C'est vraiment pour les professionnels de CSGO et tout ça. Les jeux hyper réactifs qui tournent à plus de 600 Hz facilement, ok, oui, allez-y. Pour la plupart des gens, c'est plus un gimmick. Mais c'est le meilleur écran dans sa classe. Et une autre news aussi, c'est le fait que j'ai été visiter Arctic, justement, qui est selon moi
une des meilleures marques au niveau refroidissement à l'heure actuelle, avec certainement Thermalright, parce qu'ils offrent tout simplement des produits vraiment pas chers et très intéressants. Et ils ont notamment montré différents produits qui m'intéressaient. Et l'un d'entre eux, j'ai pris les images moi-même, c'est plus intéressant. C'est premièrement un ventilateur renversé. Donc, c'est-à-dire que c'est un ventilateur où le hub est renversé. Donc, ça veut dire que l'armature qui maintient le hub est de l'autre côté. Donc, du côté où l'air tout simplement rentre. Donc, ça vous permet d'avoir tout simplement des boîtiers, notamment aquarium, où vous ne voyez pas le hub. Vous voyez seulement le beau côté du ventilateur. Et c'est notamment le problème avec mon PC actuel. J'utilise que des ventilateurs Arctic, mais on voit le hub parce que forcément, il y a des ventilateurs qui sont en entrée d'air. Donc ça règle le problème, plutôt cool, en tenant compte qu'évidemment, les ventilateurs Arctic sont vraiment pas chers. Et en général, les ventilateurs à hub inversé, il y en a très peu. Il y a des marques pas chères qui en font, mais voilà, c'est pas les meilleurs. Ici, c'est un très bon ventilateur d'une marque connue et qui devrait être pas cher. Ça m'intéresse énormément. Et puis derrière, ils ont aussi annoncé un boîtier. J'étais assez étonné, mais ils ont annoncé un boîtier qui est basiquement un boîtier aquarium. Donc, ils sont un petit peu, selon moi, en retard sur le marché, on va être très honnête. Surtout que maintenant, les constructeurs continuent à aller plus loin, on va dire, au niveau des designs, et on va en parler juste après. Mais ma foi, ça peut être intéressant parce que Arctic, encore une fois, sort des produits vraiment pas chers et plutôt bien designés. Donc, en toute logique, ce boîtier devrait être abordable. Il est d'ailleurs abordable. Je ne me souviens plus du prix qu'ils ont annoncé, mais il viendra avec des ventilateurs Arctic. Et ça, rien que pour ça, c'est intéressant parce que beaucoup de boîtiers aquarium, des fois, n'ont pas de ventilateur. Donc, vous devez en rajouter. Donc, ça rajoute au prix. Ou tout simplement, les ventilateurs qui sont fournis avec ne sont pas les meilleurs. Donc là, vous avez des bons ventilateurs dans un bon boîtier, plutôt intéressant. Même si le design, pour moi, voilà, on voit que c'est un peu un design de boîtier aquarium qui date un petit peu, parce que maintenant, on a des nouveaux boîtiers, justement, qui ont été annoncés. Notamment, j'ai été voir Corsair, et une des nouveautés, c'est un nouveau boîtier qu'ils ont annoncé, qui, je me souviens plus du nom, mais c'est un boîtier 3 chambres, et en gros, vous avez le refroidissement CPU, le AIO CPU, est séparé dans sa propre chambre. Donc, c'est-à-dire que toute la chaleur du CPU ressort du boîtier directement et il absorbe de l'air frais directement en dehors du boîtier. Donc, excellent au niveau séparation. Et le GPU même aussi a sa propre techniquement chambre parce qu'il a un guide d'air qui permet de guider l'air littéralement dans les ventilateurs directement du GPU. Et vous avez des ventilateurs en bas aussi du boîtier qui amènent de l'air naturellement aussi. Et comme ça permet de garantir, parce que les GPU modernes sont assez mal designés là-dessus. Si vous regardez, beaucoup de GPU, l'air rentre par en bas et puis sort sur le côté et ça sort partout sur les côtés. Donc il y a forcément une partie de cet air qui se fait recycler dans la carte graphique et qui tourne un petit peu en rond. Donc là, ça permet d'éviter ça parce que le guide d'air empêche littéralement ça. Il y a d'autres marques qui ont commencé à travailler là-dessus par le passé, mais là, c'est selon moi le premier design vraiment intéressant que j'ai vu parce qu'il semble être plutôt générique pour supporter un maximum de GPU, mais toujours plutôt bien fonctionné. Et en plus, comme le refroidissement CPU est séparé, ben là, vous avez le GPU qui est séparé, le CPU qui est séparé. Ça devrait être plutôt intéressant. Et puis, l'alimentation est derrière, pour ceux qui se demandent. C'est pour ça qu'il y a 3 chambres. Vous avez une chambre pour l'alimentation et les câbles, une chambre pour le CPU, enfin, refroidissement CPU, et puis une chambre avec le GPU et puis la carte mère. Donc, très intéressant. En plus, ça supporte les cartes mères BTF. Et comme le refroidissement CPU par derrière et se cache, en réalité, on voit presque pas le water cooling et donc ça permet d'avoir encore une fois un design très clean. Donc ça, franchement, plutôt fan, vraiment fan même. Au point même que peut-être que ce sera mon prochain boîtier pour ma mise à jour de config. Donc on verra bien. Et à part ça, pour le Computex, j'ai vu d'autres trucs, mais si je commence à en parler maintenant, ce Texama Show va être vraiment long. Et là, pour information, je regarde le temps de record et je suis à 1h48 et j'ai encore enregistré les deals de la semaine. Donc je vais peut-être en garder pour la semaine prochaine, ok? Je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Donc, on va rester là pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, pouce rouge ou un commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao, ciao.